Après les remords de Myria, elle revient nous voir avec Sous le poids de la tradition, un recueil de nouvelles. Il s'agit de Aïcha Ouattara, une jeune écrivaine que nous prenons plaisir à recevoir encore sur ce plateau. Bonjour Aïcha, Bonjour madame, merci d'être présente. je vous en prie. Alors, en plus de son nom que nous avons déjà, Maria Bissier va nous aider à mettre d'autres informations sur le visage de l'auteur à travers sa biographie. Aïcha Ouattara est née le 5 novembre 1996 à Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Titulaire d'un master en lettres modernes, option stylistique, à l'université Félix Houphouët-Boigny, elle poursuit ses études en journalisme à l'école des spécialités multimédia d'Abidjan. Double lauréate au concours littéraire Madeleine Chikaya, organisé par les Amis du Livre en 2015, dans les genres poétiques et théâtrales, elle s'adjuge en 2017 le prix Regina Yaou de nouvelles, organisé par l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Elle est co-auteure de l'œuvre Un labyrinthe sans issue. Cette année, elle lance la première édition de son concours littéraire dénommé Prix Aïcha Ouattara, dont l'objectif est d'initier les jeunes à la lecture et de les sensibiliser sur les dangers liés aux grossesses en milieu scolaire. Les remords de Myria est son premier roman. Sous le poids de la tradition est le second. Après avoir fait connaissance avec l'auteur, découvrons à présent son œuvre. Du roman, Aïcha Ouattara décide de passer aux nouvelles, mais pas n'importe lesquelles. Des nouvelles jalonnées de poèmes, bien qu'abordant des thèmes en lien avec la vie des femmes et leurs souffrances. Jeune écrivaine, mais très engagée pour la cause des femmes. Aïcha, selon vous, quelle est la place de la femme dans la société africaine? Je pense que dans la société africaine, la place de la femme n'est pas... bon, la femme n'a pas vraiment la place qu'elle mérite dans la société africaine. Parce que je dirais, dans la société africaine, la femme occupe la deuxième place. Parce que chez nous, les Africains, bon, lorsqu'on est fille, on est, je sais pas si je vais dire, on est condamné à devenir femme au foyer. Dès la naissance, les parents éduquent leurs enfants pour qu'elles deviennent des femmes au foyer, des mères et autres. Donc, je pense que dans la société africaine, la femme n'est pas vraiment indépendante. On voit la femme comme celle qui doit soutenir l'homme à la maison. Comme on le dit, la place de la femme, c'est dans la cuisine. J'ai entendu ça récemment, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Malheureusement, c'est comme ça qu'on voit la femme dans la société africaine. Ça, c'est ce qu'on voit dans la société africaine. Oui. Mais vous-même, en tant que femme, engagée également pour la cause des femmes, quelle place voulez-vous que ces femmes-là occupent dans la société? La première place, laquelle des places? La seconde, la troisième, quelle doit être la place de ces femmes-là? Je ne sais pas si je vais dire la première place, mais je pense que la femme doit occuper la même place que l'homme dans la société. Voilà. Donc, bon, les deux peuvent occuper la même place dans la société. C'est vrai que c'est différent dans la société africaine, mais je pense que dans la société en général, la femme mérite d'occuper la même place que l'homme. Donc, être l'égal de l'homme, vous voulez que la question de l'équité soit respectée, c'est cela? Exactement, voilà. La question de l'équité, mais pas de l'égalité. Voilà. Parce que quand on dit que la femme est égale à l'homme, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas dire la femme est égale à l'homme, point. La femme est égale à l'homme devant la société. La femme est égale à l'homme dans le domaine du travail et autres. Mais je pense que ça sera différent dans le mariage et autres. Mais là, moi, ma question, ce que j'aborde le plus, c'est plutôt dans la société. Donc, je veux que cette place, l'équité, voilà, cette place équitable soit respectée. Quand est-ce que les us et coutumes, qui avec les valeurs constituent le socle même de la culture africaine, devient un danger
pour les femmes? C'est devenu un danger pour les femmes. Bon, pas tout, comme je l'ai dit, toutes les pratiques culturelles ne sont pas nocives à l'homme. Il y en a. Ce sont les pratiques culturelles comme l'excision, le mariage forcé et autres qui représentent vraiment un danger pour la femme parce que nous avons vu les femmes excisées. C'est vrai que certaines femmes excisées ont réussi à s'en sortir, mais la majorité ont eu des séquelles, voire sont mortes. Donc moi, je me dis, pourquoi ne pas essayer de revoir les traditions qui font plus de mal que de bien? C'est vrai que nos traditions représentent nos racines, mais essayons de revoir les traditions qui détruisent tout en conservant les traditions qui valorisent. Donc, il faut allier modernité et tradition. Alors, Aïcha, cette fois-ci, qu'est-ce qui vous rebute tant dans la société au point de vous munir de votre arme, qui est la plume, pour nous proposer sous le poids de la tradition? Autrement dit, quelles sont les thématiques abordées? D'accord. Je vais d'abord dire ce qui me rebute le plus, ce sont les violences que subissent les femmes. Et dans ce livre, j'aborde plusieurs thèmes. Il y a l'excision, le mariage forcé et surtout les violences. Je reviens plusieurs fois sur les violences. Alors, la question est de savoir pourquoi tradition et violence conjugale. Parce que moi, je suis du Nord. Et chez moi, au Nord, lorsqu'on se marie, on met dans les affaires destinées à l'homme un fouet. Donc moi, je me dis, si les parents ont accepté de mettre un fouet dans les affaires destinées à l'homme. Destinées à l'homme ou à la femme? Bon, les affaires destinées, bon, pas à la femme, mais c'est-à-dire que quand ils mettent le fouet dans ces affaires-là, ça revient à l'homme en fait, parce qu'ils se disent que ils donnent la possibilité à l'homme de corriger la femme si elle se comporte mal. Donc moi, je me dis, si les parents de l'homme ont accepté de mettre un fouet dans les affaires destinées à l'homme, c'est qu'ils autorisent l'homme à frapper leur enfant, en fait. Donc, moi, je pense que les violences conjugales ont été encouragées depuis ce moment-là. Donc, il faut essayer de revoir cette tradition parce que les femmes en souffrent vraiment. Pourquoi avez-vous donc décidé d'intégrer des poèmes dans votre recueil de nouvelles? J'ai décidé d'intégrer des poèmes dans le recueil de nouvelles pour changer un peu de genre, pour rénover, voilà. Parce que, d'abord, tout simplement parce que les gens n'aiment pas trop lire les poèmes. Et puisqu'ils aiment les histoires, pourquoi ne pas allier poèmes, ce qu'ils n'aiment pas, avec ce qu'ils aiment? Donc, c'est comme ça que dans le résumé qui est juste sur la 4e de couverture, je dis, lorsqu'on doit donner un médicament à un enfant, il faut le mélanger avec du lait ou du miel. Donc, la poésie représente le médicament. La poésie représente le médicament et les histoires qu'on raconte représentent le lait ou le miel. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de mélanger les deux pour donner l'envie à ceux qui aiment lire les histoires de lire la poésie en même temps. Alors, férue de contes et amoureuse de lecture, c'est tout naturellement que notre écrivaine est donc voilà, devenue mordue d'écriture. Séduite par le style de l'écrivaine, auteure Regina Yaou, de Vénérée Mémoire. Aujourd'hui, elle se fait son bonhomme de chemin, on va dire notre auteur se fait son bonhomme de chemin, et cela lui réussit bien. Parlons à présent de la première de couverture. Présentez-nous donc les éléments qui s'y trouvent, en partant peut-être des couleurs que nous avons sur la première de couverture, aux personnages. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair, hein, c'est une image figurative qu'on a d'une jeune femme voilà, qui aborde voilà, une tenue africaine. Vraiment, dites-nous, expliquez-nous. Exactement. C'est bon, comme on le voit, on voit une jeune femme qui est habillée de paille traditionnelle. Voilà, on voit un pagne traditionnel qui lui couvre le corps et une calebasse dans la main, des kauris à côté. Tout ça représente la tradition, en fait. Avec les racines. On nous ramène beaucoup plus au nord, non, de la Côte d'Ivoire. Oui, exactement. Avec la calebasse et kauris surtout. Voilà, c'est ça. Ensuite, ça représente aussi le mariage. Elle est toute souriante. Voilà. Hein. Oui. On n'aurait pas dit qu'elle est en souffrance. Hein. Exactement, oui. Ça dépeint un peu
Je pense que ça parle un peu de toutes ces femmes qui souffrent dans le silence, mais qui gardent le sourire. C'est-à-dire, lorsqu'on les voit lorsqu'on les voit dehors, elles sont souriantes, alors qu'elles vivent un véritable calvaire dans leur foyer. Voilà. Donc, c'est un peu une image qui cache la réalité. Voilà. Ça cache la réalité de toutes ces femmes qui souffrent en silence. Alors, sous le poids de la tradition, pourquoi un tel intitulé, et qui est surtout l'intitulé d'une nouvelle à l'intérieur de l'œuvre? Pourquoi cet intitulé également pour le titre principal de l'œuvre? Alors, sous le poids de la tradition, parle de toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes qui vivent sous le poids de la tradition. Alors, le titre vient d'une des nouvelles, Sous le poids de la tradition, qui raconte l'histoire de deux amoureux qui étaient sur le point de se marier, mais qui ont dû se séparer parce que la tradition ne voulait pas qu'ils s'unissent. Donc, c'est comme ça, c'est de là que vient le titre de l'œuvre, Sous le poids de la tradition. Mais pourquoi vous l'avez attribué à toute l'œuvre? Je l'ai attribué à toute l'œuvre parce que l'œuvre, en général, parle de la tradition et ça parle des pratiques culturelles nocives à l'homme. Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit sous le poids de la tradition. Un titre qui englobe beaucoup plus toutes les thématiques, certainement. Exactement. Oui. Très bien. Lorsqu'on ouvre l'œuvre, déjà, on rencontre des extraits d'écrits, je lis. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux, une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement? Ensuite, nous avons un autre extrait. Et quand on leur parle, et quand on leur dit « Suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, qu'est-ce qu'ils représentent, ces petits textes-là? Alors, ces deux petits textes sont inspirés du Coran. Voilà. Et ça raconte l'histoire, c'était en Arabie Saoudite. À l'époque, lorsque des parents lorsqu'une femme donnait en naissance une fille, c'était vu comme une abomination. Il fallait faire disparaître cette fille-là. Et c'était tellement mauvais qu'il fallait l'enfouir dans la terre, c'est-à-dire qu'on enterrait vivantes les filles. Donc, c'est un peu de ça que parle le premier texte, voilà, pour dire que leur jugement était tellement erroné, c'était tellement cruel, mais ça continuait. Et le deuxième texte, c'est encore relié au premier texte, parce que lorsque ce calvaire-là continuait, lorsque ce cauchemar continuait, Dieu a fait descendre un verset pour faire comprendre à ceux qui pratiquaient ces coutumes barbares que c'était mauvais. Mais eux, ils ont décidé de rester, de continuer à pratiquer ces coutumes parce qu'ils se disaient que leurs ancêtres avaient fait pareil et qu'il fallait qu'ils fassent la même chose que leurs ancêtres. Alors, c'est pourquoi Dieu leur pose la question de savoir « Et si vos ancêtres étaient sur le mauvais chemin ?» Donc, c'est une façon de faire raisonner l'être humain, de faire raisonner les personnes qui continuent de pratiquer ces coutumes barbares, de leur faire comprendre que ce n'est pas parce que nos ancêtres faisaient la même chose que nous sommes obligés de faire la même chose. Il faut faire appel à notre raison. Il faut essayer de revoir ces traditions qui font plus de mal que de bien. Certainement que Aïcha a voulu montrer également que ces tristes réalités que nous connaissons de nos sociétés sont également abordées dans les livres saints. Exactement. Oui. Alors, à présent, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez dédié certainement cette œuvre à Salamata Ouattara? Parce qu'on le voit à ma sœur Salamata Ouattara, regarde derrière toi sans regret et sache que ton avenir te réserve de belles surprises.
Alors, Salamata Ouattara, c'est ma grande sœur. Mhm. Et j'ai décidé de lui dédier ce livre parce qu'elle a vécu vraiment un cauchemar Mhm. à cause De la tradition. bon, pas forcément Ah. de la tradition. Bon, je peux dire en quelque sorte à Mhm. cause de la tradition, mais à cause de ça, elle a perdu toute confiance en elle. Voilà. C'était pour moi une façon de lui dire que ce n'est pas parce que elle a vécu cela qu'elle doit baisser les bras et qu'elle doit continuer de se battre pour s'en sortir. Mhm. Voilà. Mhm. C'est C'est pour pourquoi lui donner je- force, lui permettre de se Exactement. relever, Voilà. de se ressaisir, et voilà. Certainement, quand elle ira, elle se retrouvera là-dedans, elle verra d'autres histoires, Exactement. et puis bon, elle verra Ouais. la finalité de chacune de ces nouvelles. Voilà. Exactement. Alors, déjà, dites-nous maintenant, on a plusieurs nouvelles. La première, notamment, Part au-delà l'enfer, la lame douloureuse. Aïcha, pourquoi un tel intitulé pour la nouvelle, la lame douloureuse? Alors, cette nouvelle parle de l'excision. Mhm. Voilà, là, ça parle de l'excision. Et comme on le sait, lorsqu'on excise une femme, c'est avec soit une lame ou un couteau. Voilà. Donc, c'est pourquoi on parle de lame. Et puisque cette lame fait plus de mal, cette lame fait très mal, c'est pourquoi on allie lame et douleur. Mhm. C'est pourquoi j'ai dit lame douloureuse, pour parler en fait de l'excision. Mhm. Et ça, c'est dans l'ensemble de l'ouvrage, hein. On a pu constater qu'à chaque nouvelle, Aïcha associait une citation d'auteur. Et pour la première Exactement. nouvelle, par exemple, elle a fait référence à Amadou Ampateba. Ouais. Hein, de prime abord, pourquoi est-ce que c'est une fan des œuvres d'Amadou Ampateba? Pourquoi avoir choisi voilà, des citations de cet auteur? Et cette citation de cet auteur-là, pour accompagner cette Oui. nouvelle. C'est exactement pour accompagner la nouvelle qui suit. Parce que à travers cette citation, il explique en quelques mots ce que je veux dire Mhm. en plusieurs phrases. Alors, si vous l'avez bien remarqué, à chaque fois, chaque citation Mhm. est, chaque citation appartient à un homme. C'est pour dire que cette question ne concerne pas seulement les femmes. Il faut également que les hommes soient impliqués. Mhm. Et il y a certains hommes qui sont impliqués dedans. Il y a certains hommes qui comprennent, qui ont déjà compris l'ampleur de cette Toutes ces histoire. pratiques et tout Voilà, ça. de toutes ces pratiques. Et il y a plusieurs personnes qui dénoncent cela. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser ces citations-là pour faire comprendre aux lecteurs que ce ne sont pas que les femmes qui en parlent. Nous ne sommes pas dans la victimisation, mais c'est une réalité. Très bien. Cette première nouvelle, là, vous l'avez dit, renvoie à l'excision avec l'histoire de Fleur de Jasmine. Ouais. Avant le récit même, voilà, vous proposez un poème d'environ 13 strophes. Et on a envie de savoir dans quel état d'âme était notre auteur lorsqu'elle rédigeait ce poème. Ce poème, nous allons lire un extrait. D'accord. Du sang, partout du sang, beaucoup de sang, un couteau à la main, un être inhumain, un visage froissé, un cœur blessé, un corps déchiré, un être brisé, un cri de souffrance, une souffrance atroce. Aïcha, dites-nous. Les mots sont forts. Oui. Donc, on a bien envie de savoir dans quel état d'âme étiez-vous lorsque vous écriviez ce poème. Il est bien de vous, ce poème. Oui. Donc, Il est de moi. Alors, je vais dire que j'étais vraiment désemparée et j'étais en colère de constater toute cette souffrance qu'on pouvait faire endurer à une autre femme et surtout de la part d'une autre femme. Parce que quand on parle d'excision, ce sont des femmes qui pratiquent cela, voilà, sur des jeunes filles en plus. Alors, lorsqu'on lit l'histoire, je me pose la question de savoir, et le personnage principal, Fleur de Jasmine, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter autant de douleur. Elle voyait cela comme une punition de la part de ses parents. Exactement. Et le fait de savoir que ses parents même étaient d'accord avec cela, que ses parents même étaient ses propres bourreaux, ça fait encore plus mal. Et de constater également que ce sont des femmes qui font souffrir d'autres femmes. J'étais vraiment écœurée
désemparée, voilà. Il fallait vraiment que j'en parle, en fait. Alors, Fleur de Jasmine est déjà depuis sa tendre enfance, elle a dit, vous l'avez dit dans l'œuvre, elle n'a pas senti cet amour faible de la part de son père parce qu'elle était tellement comblée par celui de sa mère. Mais à la vérité, son père voulait à tout prix avoir un garçon. Oui. Mais finalement, il a eu une fille. Exactement. Et c'est lui-même qui a pris la décision de faire exciser sa fille. Oui. Même quand bien même son frère s'est opposé, il a gardé, il est resté ferme sur sa décision. Oui. Il a même refusé d'inscrire sa fille à l'école et tout ça. Alors on se demande, et quand on lit aussi l'histoire, on se rend compte que c'est un père qui a subi un traumatisme. Pendant son enfance, il n'a pas eu une enfance tendre, il a eu une enfance très difficile. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut justifier l'acte de ce père-là? Je ne pense pas que ce soit dû à son enfance difficile, mais je pense que c'est plutôt parce qu'il était dans un milieu où la tradition était vraiment au cœur de toute chose. Comme il a vu ses amis et autres faire exciser leurs enfants, et à travers tout ce qu'il a entendu, comme quoi si ta fille n'est pas excisée, elle n'aura pas un bon mari. Comme je l'ai dit depuis le début, lorsque les filles naissent, on les éduque pour être des femmes au foyer. Donc, pour lui, le destin de sa fille était déjà tout tracé. S'il ne la faisait pas exciser, elle n'allait pas pouvoir avoir un mari. Et pour ça, même si je vais pas, pour ne pas trop abuser, même si je vais pas dire qu'il n'aimait pas trop sa fille, mais pour lui, la tradition était vraiment très importante et c'était quelque chose de sacré à ses yeux. Donc, il fallait à tout prix qu'il fasse exciser sa fille. Et je pense que sa mère n'a pas eu son mot à dire parce que, comme on le sait, dans la société africaine, les hommes n'écoutent pas les femmes. Et les femmes sont obligées de faire ce que leur mari leur disent parce que c'est comme ça, en fait. Elles sont nées, comme ça, mais on a bien envie de savoir. La mère elle-même a été excisée. Après avoir connu une telle douleur, pourquoi elle ne peut pas trouver les mots également pour pouvoir expliquer cela à son mari? Qu'est-ce qu'elle risque si elle le fait? Qu'est-ce qu'elle risque? Moi, je sais pas si je vais dire qu'il y a certaines femmes qui ont vraiment peur de parler. Il y a certaines femmes qui ont vraiment peur de s'affirmer, et de s'exprimer. Parce que selon la tradition, lorsqu'une femme dit quelque chose, mais lorsqu'une femme ouvre la bouche, c'est une façon de manquer de respect à son mari. Donc, je pense que la femme a été éduquée comme ça. Elle a vraiment vécu cet enfer. Elle savait ce que sa fille allait subir, mais elle se disait qu'elle n'avait pas son mot à dire, qu'elle était obligée de suivre la danse. Elle était obligée de supporter cela. Il y a plusieurs femmes qui savent que c'est mal, mais qui se disent qu'elles sont obligées de suivre la cadence, en fait. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que la mère n'a pas parlé. Elle savait ce que sa fille allait subir. Elle savait que sa fille allait souffrir. Et ça lui faisait mal, mais elle se disait qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas son mot à dire. Elle n'avait pas de droit. Alors, revenons un peu sur un point très, très important. Selon vous, pourquoi, dans nos familles africaines, les pères souhaitent avoir à tout prix des garçons dans leur progéniture? Que ce soit le premier ou même le dernier, les hommes veulent à tout prix avoir un garçon dans leur progéniture. Pourquoi, selon vous? Je pense que c'est une question d'héritage. Parce qu'ils veulent avoir un héritier. Ils se disent que lorsque c'est une fille, par exemple, s'ils n'ont que de filles, la fille va se marier demain et elle va dilapider leur héritage en quelque sorte. Puisque si la femme se marie avec un autre homme, comme on le dit dans nos sociétés africaines, elle appartient à la famille de l'homme. Donc, l'héritage reviendra à la famille de l'homme. L'héritage reviendra à l'homme. Donc, les parents préfèrent avoir des garçons. Comme ça, ils savent que leur héritage restera dans la famille. Car si l'homme va épouser une autre femme, c'est pour la ramener dans leur famille. Donc, l'héritage restera toujours dans la famille. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là que les hommes préfèrent avoir des garçons que des filles.
D'accord. L'auteur a donné son avis sur la question. Alors, nous poursuivons. À la page 35 de l'œuvre, Nabil, donc le père de Fleur de Jasmine, présente les motivations qui le poussent à faire cette pratique-là, à faire exciser sa fille. Nous suivons cette tradition pour respecter nos ancêtres. Moi, je fais partie de ceux qui restent fidèles à nos coutumes et traditions. Je ne suis pas contre l'excision parce qu'elle permet à la jeune fille de mieux gérer sa vie sexuelle. Elle l'empêche de se donner à la prostitution. Tu sais très bien que les jeunes filles de maintenant ne tardent pas à aller prendre une grossesse et à nous la coller dans le dos. Je le fais pour purifier ma fille. Je dois à tout prix préserver mon honneur et sa dignité. Voilà ainsi présenté, on va dire succinctement, les motivations du père de Fleur de Jasmin, donc de Jasmine, donc de Nabil. Un commentaire de ce qui a été lu? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en général, les parents, ils veulent tellement préserver leur honneur. Ils parlent de leur honneur et la dignité de leur fille. C'est ça, exactement. Donc, pour lui, c'est une question de réputation. Parce que, comme on le sait, les gens disent que l'excision a été inventée pour que la jeune fille puisse gérer au mieux sa sexualité. Donc, lui, il se dit que si sa jeune fille est excisée dès le bas âge, avant qu'elle ne connaisse le sexe, elle ne pourra pas aller avec les hommes. Voilà, elle ne sera plus frivole. Et ça préservera son honneur parce que il n'y aura aucune chance pour qu'elle tombe enceinte dehors, pour que ça salisse son honneur et autres. Donc, je pense que pour Nabil, c'était plus une question d'honneur, de réputation, que de tradition en tant que telle. Et selon vous, quelles sont les conséquences de l'excision? Au niveau de la santé, vous avez énuméré certains points dans l'œuvre. Oui. L'excision c'est une pratique très dangereuse parce que ça cause d'abord la mort. Voilà, ça cause la mort et à la suite d'hémorragie parce que c'est une question de sang. Lorsqu'on prive la jeune fille de cet organe-là, il y a du sang qui verse et si on n'arrive pas à vraiment soigner cette plaie à temps, ça peut causer la mort. Et avec les instruments qu'on utilise déjà, si ces instruments sont infectés, elle peut avoir le VIH-Sida. En tout cas, c'est vraiment une pratique vraiment cruelle et nocive, surtout pour la jeune fille. Alors, dans l'œuvre ici, nous avons également, elle peut avoir des infections, elle peut être stérile même, ou avoir des complications lors de l'accouchement. Voilà, pour citer cela. Comment Fleur de Jasmin a-t-elle vécu donc l'après-rituel? On va parler déjà de l'enfance. Je crois que déjà, dès le début de vos propos, vous avez essayé de nous expliquer qu'elle se posait la question de savoir pourquoi ses parents lui avaient fait une telle chose, était-ce une punition et tout ça. Ça, c'était pendant l'enfance. Mais grâce à Dieu, Fleur de Jasmin s'est mariée. Et là encore, elle va connaître un calvaire. Dites-nous quelque chose. Je pense que son calvaire a vraiment commencé après l'excision. Parce que d'abord, après avoir été excisée, elle s'est retrouvée dans le coma. Et pendant ce temps où elle s'était retrouvée dans le coma, ils avaient essayé de la soigner, c'est vrai. Quand elle s'en est sortie, les séquelles sont restées parce que d'abord, quand elle partait uriner, elle avait des douleurs au niveau du bas-ventre. Et après cela, lorsqu'elle s'est mariée, à chaque fois qu'elle avait des rapports sexuels avec son mari, elle souffrait le martyre. C'était comme si elle revivait une nouvelle fois l'expérience de l'excision. Donc, c'était tellement cauchemardesque pour elle qu'elle a dû se refuser. Bon, elle a dû refuser. Elle se refusait à son époux. Elle se refusait à son époux. Et ça a poussé l'homme, je ne sais pas si c'est vraiment une raison valable, mais ça a poussé l'homme à aller dehors. Elle savait très bien que l'homme la trompait, mais elle préférait que l'homme la trompe plutôt qu'il la touche. Parce que la souffrance qu'elle ressentait, qu'elle ressentait lorsqu'il la touchait était atroce. Donc, elle savait très bien que son mari
la trompait, mais Elle subissait. elle subissait, voilà. Et elle subissait dans le silence. Comme on le sait, toutes les femmes qui souffrent dans la société, elles subissent cette souffrance-là en silence parce qu'elles ont peur d'être indexées par la société, parce qu'elles se disent également que si elle en parle à ses parents, ils vont toujours lui dire de rester dans ce foyer-là, de supporter, parce qu'elle est femme, elle est née pour souffrir, elle est née pour supporter, voilà, malheureusement, même si ce n'est pas la vérité. Donc, elle a supporté cela. Et heureusement que son oncle ne l'a pas abandonnée, que son oncle est revenu. Son oncle Khalil. Voilà, son oncle Khalil est revenu, l'a aidé à aller voir une chirurgienne qui a essayé de réparer les morceaux, même si, comme on le sait... Elle avait deux options, hein. Soit soit on lui retirait tout son appareil génital, ou encore on lui faisait aussi une autre opération, ce que vous avez appelé labiaplastie. Donc la chirurgienne a essayé de refaire l'organe génital et tout ça. Par la grâce de Dieu, elle a pu avoir un enfant. Mais tout cela, c'était dans la douleur. Exactement. C'était toujours dans la douleur. Pour dire que les femmes souffrent vraiment de l'excision. Ah, c'est parce qu'elle a eu un soutien, parce que son oncle avait les moyens financiers. Exactement. C'est pas toujours le cas pour toutes ces femmes-là. Et d'ailleurs, Orchidée même a perdu la vie. Une petite fille qui a été excisée en même temps qu'elle, elle a dit, une petite fille qui était moins âgée qu'elle, parce qu'elle avait 10 ans. Elle n'avait que 10 ans, mais cette petite fille-là avait entre 7 et 8 ans, qui a malheureusement perdu la vie. Voilà. Ce sont des risques de cette pratique, les conséquences, on dira, de cette pratique. Alors, maintenant, nous allons vous demander, parce que dans ce même récit, vous faites une brève ouverture sur la question de l'argent qui passe avant la santé dans les hôpitaux et aussi sur celle de la vie d'une veuve et des orphelins après les obsèques. Pourquoi faites-vous un clin d'œil fustigeant à ce niveau? Bon, pour l'argent qui passe avant la santé, je pense que c'est une réalité, on le voit. Et surtout, comme je le dis, les pauvres ont peur de tomber malades parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Ils savent que lorsqu'ils iront à l'hôpital, on va leur demander d'abord de payer avant de recevoir les soins. Et c'est vraiment malheureux. Cette réalité est vraiment triste parce que c'est quelque chose qui continue et plusieurs personnes sont mortes à cause de ça. Donc, j'essaie de sensibiliser pour que les gens essaient de revoir cela. Et la place de la veuve dans la société, ça, c'est lié à la tradition. De la vie, hein, leur vie après. Oui, leur vie qui est menacée. Exactement. Leur vie après, voilà. après les obsèques. Exactement. Leur vie est menacée parce que d'abord, après la mort de l'homme, du père, sa famille se retrouve à la porte. Si la mère et les enfants refusent de quitter la maison, d'abandonner l'héritage, leur vie est menacée parce que ils voient ça comme un frein qu'il faut à tout prix liquider, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut à tout prix qu'ils partent parce que selon certaines traditions, l'héritage de l'homme revient à sa famille, je sais pas si je vais dire, à sa grande famille, pas à sa petite famille. Donc tous les biens sont arrachés à la veuve, aux orphelins. Quelquefois, ils sont, on va dire, abandonnés, ils sont dans les rues. Exactement. Voilà. D'accord. Un mot sur l'éducation de la jeune fille. Question de scolariser la jeune fille. Un mot sur cette question-là. D'accord. Je vais dire Fleur de Jasmin n'a pas eu cette chance. Oui. Elle n'a pas eu cette chance. Voilà, il a plutôt dilapidé tout l'argent qui lui revenait pour le faire. Et tout ça, il y a d'autres femmes également dans l'œuvre qui n'ont pas eu cette chance aussi d'être scolarisées. Il faut que la question revient. Vous allez nous dire un mot sur son importance. Alors, la scolarisation de la jeune fille est très importante. Et Fleur de Jasmine n'a pas eu cette chance, malheureusement, parce que son père, lorsqu'on scolarise la jeune fille, c'est une façon de l'inciter à ne plus respecter les hommes. Parce que pour lui, l'école constitue vraiment un frein à l'épanouissement de la jeune fille. En ce sens que
l'école pourrait inciter la jeune fille à se rebeller, pourrait inciter la jeune fille à refuser de se marier. Donc, c'est pour ça qu'il a vraiment refusé que sa fille parte à l'école. Parce qu'il voyait vraiment... Peut-être l'école une rivale pour la tradition? Bon, peut-être. Parce que je pense pas à l'époque de nos ancêtres où la tradition est vraiment née, l'école n'existait pas. Donc, peut-être qu'il voit l'école comme une rivale pour la tradition, en quelque sorte. Parce que l'école nous permet de comprendre plusieurs choses, nous ouvre l'esprit, nous permet de voir les choses différemment. De faire des analyses, de comprendre certaines choses. Voilà, de faire appel à notre raison. Et peut-être que c'est ce qu'il ne voulait pas en fait, que sa fille fasse appel à sa raison, qu'elle comprenne certaines choses et qu'elle se révolte. Voilà. La deuxième nouvelle s'intitule « Le jour le plus sombre de ma vie ». Et à ce niveau, vous citez un autre auteur, Salim Boudiaf, au sujet du mariage forcé. Exactement. Alors, j'ai décidé de choisir. J'ai choisi cet auteur, pas pour des raisons précises, mais juste parce qu'il exprimait mieux, en quelques mots, ce que je voulais, l'histoire que je racontais. C'est parce on a choisi les mêmes thèmes. Donc, il fallait que j'annonce le thème qui venait. Alors là, il s'agit de l'histoire tragique de Fleur de Lotus donnée en mariage à Tonton Karim. Oui. Tonton Karim. Oui. Quand on entend déjà Tonton Karim, on comprend que son époux est vraiment largement, il est vraiment plus âgé qu'elle. Tonton, quelqu'un qu'elle respectait, quelqu'un qu'elle voyait comme son deuxième père, qui est devenu, on va dire par la force des choses, avec le temps, son époux. Vous expliquez même dans cette histoire-là que déjà, il a pris au berceau. On ne va même pas dire au berceau, mais dans le sein de sa mère déjà. Exactement. Quand le père a dit comme ça à son ami, si jamais ma femme met au monde une fille, ça sera ton épouse. Tout de suite, là, il a pris les choses au pied de la lettre. Quand il a su que c'était une fille, il s'est occupé de la grossesse jusqu'à ce que Fleur de Lotus voit le jour, elle devienne sa femme. Ça n'a pas été facile pour cette dernière. Alors, dites-nous, comment vous jugez la réaction de Tariq? Tariq est le jeune amoureux de Fleur de Lotus. Ils n'avaient que tous les deux 14 ans. Elle devait se marier à son père, son deuxième père, on le dira. Et comment vous jugez la réaction de ce jeune homme-là qui a tout de suite refusé de s'enfuir avec sa dulcinée? Est-ce que c'est une réaction normale? A-t-il bien fait? Dites-nous. Bon, je ne sais pas s'il a bien fait ou pas, mais je pense qu'il a été plutôt réaliste parce que il sait comment les choses se passent. Il sait que le mariage forcé est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau, quelque chose qui persiste, qui continue. Et il savait également qu'il n'avait pas son mot à dire parce qu'il ne pouvait pas s'occuper de la femme, de la fille en question. Il n'avait pas les moyens de l'épouser. Il ne pouvait pas aller vivre avec elle. Voilà. Et il a été donc réaliste. Je pense que c'est pourquoi il a réagi aussi. Dans ce genre de cas, quelle solution aurait-il pu proposer? C'est vrai qu'il est jeune, il ne peut pas être responsable d'une autre jeune fille comme lui. Il est sous la responsabilité même de ses parents et tout ça. C'est pas possible pour lui. C'est vrai que quelquefois, à cet âge-là, les jeunes ont des réactions folles. Voilà, il pouvait opter pour la fugue, mais il ne l'a pas fait. Mais quelle proposition aurait-il pu faire? Peut-être se tourner vers un adulte et tout ça. Dites-nous un peu. Oui, il aurait pu se tourner vers un adulte, en parler à ses parents. Et je sais pas, oui, il aurait pu en parler à ses parents, essayer de revoir la situation. Mais je pense qu'il savait déjà que c'était perdu d'avance. Il savait que ses parents n'allaient pas accepter de l'épouler. Ses parents n'allaient pas accepter d'aller au-devant des choses. Et je pense que depuis le début, il savait que c'était juste pour un moment que ça pouvait arriver. Très bien. Alors, Fleur de Lotus, quant à elle, a décidé de sauver l'honneur de ses parents. Elle a accepté ce mariage forcé.
Elle est donc devenue l'épouse de tonton Karim. Exactement. Mais la question du mariage forcé va occasionner autre chose. Et surtout que dans ce mariage forcé, elle part retrouver des co-épouses. La question de la polygamie. Aïcha Ouattara, vous êtes une jeune femme, vous êtes musulmane, vous avez certainement une idée sur ce que l'islam dit au sujet de la polygamie. Veuillez partager avec nous votre connaissance. D'accord. Alors, dans le livre, je dis que la polygamie de Dieu n'est pas la polygamie des hommes. Et je l'explique en disant que, selon l'islam, dans le Coran, c'est vrai que la polygamie, c'est quelque chose qui n'est pas interdite. La polygamie est autorisée, mais il y a des conditions à respecter pour être polygame. Mais lorsque je vois les choses, je vois que les hommes choisissent uniquement la partie qui les arrange. La partie où on leur dit, vous pouvez épouser jusqu'à 4 femmes. Ils prennent ça. Mais quant aux conditions, ils s'en fichent complètement. Donc, d'abord, avant de marier Fleur de Lotus, tonton Karim lui avait dit qu'elle allait être sa préférée. Alors que, selon l'islam, c'est interdit. Il n'a pas le droit d'avoir une préférée. Il doit aimer toutes les 4 femmes de la même manière, ce qui est impossible. Parce que je pense que même nos propres parents ne peuvent pas nous aimer de la même façon. Donc, c'est impossible pour un homme d'aimer 4 femmes de la même manière. Il aura forcément une préférée parmi ces 4 femmes-là. Donc, il avait choisi Fleur de Lotus comme sa préférée, ce qui est d'abord interdit parce que ça ne fait pas partie des conditions. Et ensuite, lorsqu'elle s'est retrouvée dans ce milieu hostile avec ses coépouses... Elle était très jeune d'ailleurs. Voilà, elle était la plus jeune. Et ses coépouses qui la maltraitaient, pardon. Et tonton Karim, qui la prenait pour une pleurnicharde parce qu'il se disait, elle se plaint trop, voilà. Et ça ramène également toujours à cette question de polygamie, car c'est toujours la femme qui souffre dans la polygamie. L'homme, lui, il prend ses 4 femmes, tout ce qui l'intéresse, c'est le sexe, il a 4 femmes, il peut choisir comme il veut, voilà. Il peut aller avec elle comme il veut. Mais quant aux femmes, ces 4 femmes qui sont dans ce foyer-là, il y a forcément une qui souffre. Il y a forcément une qui garde le silence pour ne pas être indexée par la société. Donc, c'est pour ça que je dis la polygamie des hommes n'est pas la polygamie de Dieu. Aucune femme n'est contre la polygamie si les conditions sont vraiment respectées comme Dieu le dit. Mais c'est parce que les hommes ne respectent pas ces conditions-là. C'est parce que les hommes ne pratiquent pas vraiment la polygamie de Dieu que les femmes s'y opposent en fait. Sinon, voilà. Sinon, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème avec la polygamie. Le problème, c'est au niveau des hommes. Très bien. L'avis de l'auteur est connu sur ce sujet. À présent, nous avons pu constater que le mariage forcé a eu des répercussions néfastes, notamment Fleur de Lotus qui a trouvé réconfort dans les bras de Tariq. Comme on le dit, seules 2 montagnes ne se rencontrent pas. Ils se sont retrouvés après, ils sont devenus amants. Et voilà, cela, on va dire, le mariage forcé a poussé Fleur de Lotus à être infidèle. Donc, l'une des conséquences du mariage forcé, l'infidélité. Là encore, on ne va pas dire que c'est pardonnable, mais il y a aussi le meurtre à côté. Le meurtre qu'a commis tonton Karim. Fou de jalousie, il a surpris son épouse avec son amant. Voilà, ce qu'on voit dans le, c'est vraiment tragique. Il a tué de ses mains, ses propres mains, que ce soit l'amant et son épouse, qui, elle, était enceinte. On voit les conséquences que cela peut avoir, les répercussions que le mariage forcé peut avoir sur la vie des époux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conséquences que vous connaissez, que vous voulez bien partager avec nous? On a parlé d'infidélité, de meurtre, il y a quoi d'autre? Il y a les violences conjugales également. Ça pousse parce que si par exemple la femme qui a été obligée d'épouser l'homme en question, lorsqu'elle se refuse à l'homme, il se dit que c'est sa femme, c'est son devoir. Donc pour lui, elle est obligée d'accepter. Voilà, d'accepter. Peut-être les querelles également entre les co-épouses. Oui, ce sont des conséquences. Oui. Quelquefois aussi des enfants qui se sentent lésés parce qu'il y a la différence qui est marquée.
la coépouse qui va peut-être porter des propos injurieux Oui, à l'endroit de ses enfants. Il y a tout ça, il y a un traumatisme et tout. c'est ça. Voilà. La troisième nouvelle, sous le poids de la tradition. Sous le poids de la tradition qui nous ramène même à l'intitulé principal de l'œuvre. Oui. L'histoire de Fleur de Cristal, qui a épousé un homme qui ne l'aimait pas. Un homme qui, en réalité, est son cousin. Un homme frustré qui n'a pas pu épouser celle que son cœur vraiment avait choisie, celle qu'il aimait à cause de la tradition, Oui. pour une question de caste différente. Un homme violent qui la battait. Elle a pu, on va dire que Fleur de Cristal a été aidée, elle a été sauvée par une ONG qui est dirigée par Daphné. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. C'est ça. Alors, que doivent faire les femmes face aux violences conjugales? Quand est-ce qu'elles doivent prendre la décision de partir? Parce qu'on l'a vu au niveau de l'histoire de Fleur de Cristal, qui, elle, est restée jusqu'à ce qu'elle voit qu'elle perde un enfant. Elle Oui. était enceinte, son homme l'a C'est ça. battue, on va dire quasiment à mort. C'est vrai qu'elle n'est pas morte, mais elle a perdu son enfant. Oui. Donc, quand est-ce que les femmes doivent fuir les violences conjugales? Je pense que les femmes doivent fuir les violences conjugales dès la première raclée. Dès que l'homme lève la main sur vous, la première fois, vous devez fuir. Dès ce Fuir moment-là. pour toujours ou fuir pour trouver un terrain d'entente? Fuir pour toujours. Mm. Parce que je pense que s'il a pu le faire une fois, il le fera une deuxième fois. Et au fur et à mesure qu'elles resteront dans ce milieu précaire, au fur et à mesure que l'homme continuera de la battre, ces violences conjugales deviendront des violences psychologiques. Et au fur et à mesure, elles finiront par se dire que c'est parce qu'elles méritent que ces hommes les battent. C'est parce qu'elles se sont mal comportées que les hommes les battent. Et je pense que plus elles resteront dans ce milieu-là, plus elles finiront par, je ne sais pas si je vais dire s'y habituer parce qu'on ne s'habitue jamais aux violences, mais ça deviendra en fait quelque chose de normal pour elles et ça sera encore plus difficile de s'en sortir. Donc je pense que dès la première raclée, il faut s'enfuir. Parce que s'il le fait une deuxième fois que tu restes, il se dira que peu importe ce que je ferai, elle restera. Donc il ne va jamais changer en fait. Mais dès la première raclée, si la femme s'en va, il comprendra que la femme connaît vraiment sa valeur. Elle connaît vraiment son importance. Mais si tu restes, il va se dire que peu importe ce que je ferai, tu resteras. Donc, tu finiras par perdre toute confiance en toi. Tu lui donneras vraiment l'occasion de continuer à te battre et il y aura des conséquences de plus en plus graves en fait. Donc, Quelles peuvent être les répercussions donc, des violences conjugales sur les enfants? Il y a d'abord le traumatisme. Il y a le traumatisme parce que l'enfant, lorsqu'il voit toujours son père battre sa mère, il est traumatisé, il a peur. Dès qu'il voit son père, il a déjà peur. Et le jeune garçon, lorsqu'il grandit dans ce milieu-là, il peut devenir violent. Parce que pour lui, la manière dont son père avait d'exprimer son amour à sa mère, c'était de la battre. Donc il va grandir avec cette mentalité. Et si, par malchance, s'il tombe sur une femme, il pourra commencer à frapper sa femme parce que c'est le seul moyen qu'il a eu d'exprimer son amour. Et la jeune fille également, lorsqu'elle grandira dans ce milieu, c'est pourquoi on parle en général de certaines femmes qui disent lorsque son mari ne la bat pas, c'est qu'il ne l'aime pas. Parce qu'elle a grandi en fait dans un milieu où son père avait l'habitude de frapper sa mère. Donc elle se dit que c'est parce que son père aimait sa mère qu'il la battait. Donc si elle tombe sur un homme qui ne la bat pas, elle fera tout pour lui, pour voilà, le pousser à bout. Exactement, pour le pousser à bout, pour qu'il la batte. Parce qu'elle a grandi dans ce milieu, elle a grandi comme ça. Voilà. Donc il y a le traumatisme, il y a la mort de l'enfant, la femme qui sera vraiment brisée, qui finira par perdre toute confiance en elle. Et il y a également la mort. Bien. Alors, à la page 81 de l'œuvre, on va lire un extrait. Ami était issu du clan des forgerons, tandis que Violette était issue du clan des chasseurs.
Ces deux clans avaient pour interdiction de se marier. Aïcha, dites-nous, quel est votre point de vue sur la question de l'amour face à la tradition? Est-ce que la tradition devrait être un frein à l'amour de deux personnes, entre deux personnes? Normalement, non. La tradition ne devrait pas être un frein à l'amour entre deux personnes. Normalement, les traditions devaient nous unir. Mais il y a certaines traditions qui nous séparent. Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et lorsque j'ai fait mes petites recherches, les origines, ça vient d'une histoire, je sais pas si je vais d'une histoire un peu banale, comme quoi les forgerons avaient confié leur fille aux chasseurs. Et lorsque les forgerons les chasseurs avaient confié leur fille aux forgerons. Et lorsque les chasseurs étaient partis à la chasse, ils ont dû passer plusieurs années là-bas. Je sais pas, ils n'ont pas vraiment expliqué pourquoi. Mais à leur retour, leur jeune fille était déjà en âge de se marier et les forgerons n'avaient pas choisi d'homme pour la jeune fille. Donc quand ils sont arrivés, ils ont vu que leur jeune fille était en âge de se marier et personne n'avait choisi d'homme pour qu'elle se marie. Donc, ça leur a vraiment fait mal parce qu'ils se disaient qu'ils avaient confié leur fille aux forgerons, pardon, en tant que leur propre fille. Donc, en tant que leur propre fille, ils auraient dû choisir un homme pour leur fille. Donc, quand ils sont arrivés, ils étaient en colère. Pourquoi les forgerons n'ont pas donné d'homme à leur fille? S'ils avaient vraiment considéré leur fille comme leur enfant, ils auraient fait cela. Donc, je pense que c'est en ce moment-là qu'ils ont juré qu'il n'y aurait jamais de lien de sang entre eux. Donc, depuis ce moment, pour avoir juré, nos parents ont vraiment peur qu'il se passe quelque chose s'ils acceptent que ces deux castes s'unissent. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt une question de peur que de tradition. Bien. Alors, dans cette œuvre, nous avons encore 3 autres nouvelles, notamment la 4e, Des hommes aux 2 visages, la 5e, Silence, on tue, la 6e, Femme rejetée, femme révoltée. Alors, rapidement, Aïcha va essayer de nous faire le résumé de chaque nouvelle, rapidement. Des hommes aux 2 visages, qu'est-ce qu'elle a voulu faire ressortir? Alors, Des hommes aux 2 visages parlent des hommes doux au début, mais qui deviennent violents à la fin. Donc, ils ont 2 visages. Ils nous montrent le mauvais visage. Ils nous montrent le faux visage. Et après, dans le mariage, ils montrent leur vrai visage. Ils commencent à battre la femme. Et Silence, on tue parle de cette tradition qui dit que le 6e enfant n'a pas le droit de vivre. Voilà. Donc, quand on a un 6e enfant, il faut le tuer. C'est de ça que parle cette nouvelle. Et j'ai voulu terminer par une nouvelle qui sensibilise la femme à se révolter, à se lever à se battre pour que ses droits soient respectés. Parce que dans la dernière nouvelle, ça éveiller parle... les consciences. Voilà, éveiller les consciences, exactement. Voilà, plutôt éveiller les consciences. Parce que dans cette dernière nouvelle, il s'agit d'une jeune fille qui était vraiment marginalisée parce qu'elle était femme, voilà, et qui a voulu montrer à tout le monde que ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle n'a pas sa place dans la société. Voilà. Donc, j'ai voulu terminer par cette nouvelle-là pour éveiller les consciences, pour changer les mentalités. Alors, pourquoi Aïcha a-t-elle décidé de donner des noms de fleurs à quasiment toutes les femmes qui sont dans cette œuvre, hein, on va dire les personnages principaux de cette œuvre? On a par exemple fleur de jasmine, fleur de dahlia, fleur d'iris, fleur de lilas, fleur de lotus, fleur de cristal, et tout ça. Pourquoi? Parce que pour moi, la femme est une fleur. La femme est précieuse. Et il faut que toutes ces femmes qui ont perdu toute confiance en elles comprennent qu'elles sont précieuses, qu'elles ne méritent pas de souffrir, qu'elles sont des fleurs. C'est pourquoi j'ai
j'ai utilisé le symbole de la fleur pour représenter la femme. Qu'est-ce qui vous a inspiré chacune de ces histoires? Ce sont des histoires réelles ou imaginaires, des histoires voilà, qui vous ont inspiré et vous avez pris les bribes des histoires et puis en faire des nouvelles. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez rédigé tout cela? Oui, ce sont des histoires qui m'ont inspirée. Voilà, et j'ai utilisé des bribes pour raconter toutes ces histoires qu'on retrouve dans ce recueil de nouvelles. Alors finalement, quel est l'objectif que vous visez à atteindre à travers la publication de cette œuvre? L'objectif que je vise à atteindre, c'est d'abord de faire comprendre à toutes ces femmes qui demeurent dans leur silence qu'elles méritent d'être entendues, qu'elles ont leur mot à dire, qu'elles doivent se battre, qu'elles doivent quitter ce milieu hostile avant que ce soit tragique en fait. Parce que plus elle restera dans ce milieu, plus les conséquences seront horribles. Et la mort est également possible si elle demeure dans ce silence-là. Donc, il faut que toutes ces femmes se lèvent, il faut que toutes ces femmes se battent pour se libérer de toutes ces prisons sociétales et culturelles. Bien. À toutes les filles et femmes du monde, à toutes celles qui sont engagées pour leurs droits, à toutes les femmes maltraitées et battues dans le monde, à toutes les filles excisées, violées, mariées sans consentement, à toutes celles qui manquent à l'appel, que votre âme repose en paix, à toutes ces personnes qui vivent sous le poids de la tradition. Aïcha Ouattara a bien voulu vous rendre hommage et nous avec elle. Aïcha, merci d'avoir participé à cette émission et vous avez tous nos encouragements pour la suite. Merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, à présent, place à la dernière rubrique avec Morel Pouty. Soyez les bienvenus. En ce moment, vous êtes devant la belle vitrine de l'encre de la plume. Comme d'habitude, 2 œuvres sont au programme pour cette excursion littéraire. Il s'agit de La Voix de Maru de Sylvain Kéanzou et L'Affaire du Silure de Guy Menga. Sans plus tarder, nous vous les présentons. Le résumé de La Voix de Maru. Dans la paisible ville de Mans, le petit Éric et les siens mènent une vie tranquille. C'est la famille idéale, où parents et enfants se préoccupent les uns des autres dans un bonheur parfait. Mais un cruel destin va briser cette harmonie familiale. C'est d'abord la mère d'Éric qui fait un accident mortel. Incapable de supporter ce tragique événement, son père sombre dans l'alcool. S'ouvre alors un cercle infernal alimenté par la cupidité, l'infidélité, l'ingratitude, la méchanceté et la mort. Cette succession de faits cruellement coordonnés finira par livrer le petit garçon à la misérable vie de la rue. L'auteur, Sylvain Kéanzou, est né le 6 octobre 1972 à Zonneux, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après avoir enseigné au lycée Sainte-Marie comme professeur d'informatique et dirigé pendant 5 ans le centre universitaire catholique Saint-François-Xavier d'Abidjan, il se consacre entièrement à l'écriture. En 2002, il a publié chez les Nouvelles Éditions Ivoiriennes Nei son premier roman intitulé La Voix de Maru. En 2009, il a publié toujours chez la même maison d'édition Le Printemps de la Fleur Fanée, également un roman. Il a poursuivi la collaboration avec le même éditeur pour ses autres œuvres. Contrairement à la première œuvre qui a une tonalité tragique, la seconde est quant à elle fantastique. Le résumé de la deuxième œuvre. 2 garçons de 14 ans, Diba et Ngoy, font connaissance à Brazzaville au Congo dans des circonstances mémorables. Une solide amitié va désormais les unir. Ils exercent plusieurs petits métiers pour gagner un peu d'argent jusqu'au jour où Diba vole le Silure, le bateau de son patron,
qui va leur permettre d'explorer une partie de leur pays. Alors commence pour les deux amis une série d'aventures à la fois passionnantes et dangereuses. Qui est l'auteur? C'est bien sûr Guy Menga. Il est né en 1935 à Mankonongo, au sud de Brazzaville. Enseignant, puis journaliste et animateur de la RTC Radio-Télévision congolaise, il a été chroniqueur à RFI Radio France Internationale, puis présentateur à l'émission Mosaïque sur FR3 Paris. Il fut aussi ministre au Congo-Brazzaville. Connu d'abord comme auteur de pièces de théâtre dont La Marmite de Kokamala, devenu un classique du théâtre africain de langue française. Guy Menga est également l'auteur de plusieurs romans et récits tels que Les aventures de Moni Mambou, L'affaire du Silu, La brigade des agoutis, etc. Il reçut le Grand Prix littéraire de l'Afrique francophone et le Grand Prix du théâtre interafricain. Ainsi s'achève cette rubrique de découverte. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. C'était la dernière rubrique présentée par Morel Poti. Aujourd'hui, nous avons reçu Aïcha Ouattara avec son œuvre littéraire Sous le poids de la tradition. Pour terminer, retenez ce que nous dit Francis Bacon. La lecture apporte à l'homme plénitude, le discours assurance et l'écriture exactitude. De vous à moi, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bonne lecture et on se donne rendez-vous pour une autre émission. À très bientôt.